Bonsoir. Imaginez la douleur des familles endeuillées par les attentats terroristes quand elles découvrent sur le net ou sur écran les photos ou vidéos des assassins. Quand les médias diffusent ces photos envoyées par l'État islamique et destinées à héroïser en quelque sorte les barbares, ces clips de propagande macabre ne méritent qu'une seule réponse. Ils n'auront aucun répit pour vous égorger. C'était notre réponse médiatique, mais il y a aussi une réponse politique. Nous ne nous laisserons jamais impressionner. Et ces provocations odieuses amplifient encore la résolution qui est la nôtre, qui est la mienne, pour protéger les Français à travers des décisions que j'ai prises et que j'ai confirmées, mais aussi pour frapper encore cette organisation qui nous menace et qui tue nos enfants. Les Français découvrent ainsi une situation à laquelle les Israéliens sont confrontés depuis longtemps. Une nouvelle attaque terroriste s'est produite aujourd'hui en Cisjordanie. 2 Israéliennes ont été blessées. Les 2 terroristes ont été abattus. Maxime Pérez. L'attaque s'est déroulée peu avant 17 h, encore au cœur d'une implantation juive. Cette fois, c'est la localité de Beth Horon qui a été touchée, à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. 2 Palestiniens qui se trouvaient à l'intérieur de la localité ont d'abord poignardé une femme de 60 ans devant la supérette du village. La victime est très grièvement blessée. Sur ces images provenant d'une caméra de vidéosurveillance, 2 clients se réfugient en courant dans l'épicerie. Au bout de quelques instants, les 2 assaillants surgissent, mais sont bloqués à l'entrée par un homme qui utilise un simple caddie comme bouclier. Dans leur fuite, ils s'en prennent à une seconde femme âgée de 23 ans, plus légèrement touchée malgré les coups de couteau. Finalement, c'est l'officier de sécurité de Beth Horon qui mettra fin à ce périple meurtrier. Les 2 terroristes sont abattus en tentant de s'échapper de l'implantation. Les voici à l'image avant leur passage à l'acte. Ils seraient tous 2 âgés d'une vingtaine d'années. Les 2 victimes de ce nouvel attentat à l'arme blanche ont été transférées dans des hôpitaux de Jérusalem. Il s'agit de la 3e attaque consécutive à se dérouler au cœur d'une localité israélienne de Cisjordanie. Et la télévision palestinienne ne tente même pas de dissuader ces jeunes terroristes. Elle les encourage au contraire. Mathias Inbar. Il n'y a aujourd'hui aucun organisme de contrôle sur les programmes diffusés par la radio et la télévision de l'autorité palestinienne. Ce sont ces programmes qui auraient incité l'adolescent de 15 ans à assassiner Daphna Meir, cette mère de 6 enfants, chez elle, à Otniel, la semaine dernière. Des programmes où les terroristes sont appelés shahid, ce qui exprime littéralement la sainteté de l'acte, où le mot de condamnation est retiré du lexique des journalistes et autres éditorialistes palestiniens. L'autre inconnu de cette équation que ne peut résoudre Israël, c'est la multitude de chaînes satellitaires comme Al-Aqsa Télé et la télévision du Hamas, qui appellent clairement au meurtre de civils et soldats israéliens. Une chaîne qui aurait d'ailleurs inspiré l'un des jeunes Palestiniens de 11 ans qui avait poignardé un garde de sécurité dans le tramway de Jérusalem. Reste également la question des réseaux sociaux non régulés par l'autorité palestinienne. 2 sœurs jumelles de 18 ans, originaires d'un village palestinien à proximité de Toul-Karem, ont été arrêtées le 15 décembre dernier par le Shabak, les services intérieurs israéliens. Elles ont avoué s'être servies d'Internet pour produire des engins explosifs artisanaux. Plusieurs kilos d'engrais utilisés pour la fabrication de bombes artisanales et des couteaux ont d'ailleurs été découverts à leur domicile. Les 2 sœurs comptaient s'en servir contre les forces de sécurité israéliennes. Intifada au couteau en Cisjordanie menace de confrontation directe plus au sud entre Israël et le Hamas qui a supplanté définitivement l'autorité palestinienne 10 ans après sa prise de pouvoir. Maxime Pérez. C'était le 25 janvier 2006, 10 ans que l'autorité palestinienne n'avait pas organisé de scrutin à Gaza et en Cisjordanie. Les islamistes du Hamas en sortent vainqueurs, mais la communauté internationale refuse de traiter avec une organisation terroriste. Elle coupe ses aides financières. En appelant à de nouvelles élections, le président Mahmoud Abbas provoque une fracture entre son parti, le Fatah, et le Hamas. La crise politique aboutira 1 an plus tard au coup de force des islamistes à Gaza. Entre janvier 2006 et juin 2007, cette guerre fratricide aura fait plus de 600 morts. Dès lors, le Hamas installe son gouvernement dans la bande de Gaza, un territoire qu'Israël décrète entité hostile.
C'est le début du blocus terrestre et maritime imposé à l'enclave palestinienne. Cette situation justifie pour le Hamas la poursuite de la lutte armée. Premier acte de cette guerre larvée, l'opération Plomb durci déclenchée le 27 décembre 2008 suite à des tirs de roquettes contre la région frontalière d'Israël. Malgré l'offensive terrestre de Tsahal, le Hamas se maintient au pouvoir, mais les symboles de son autorité sont anéantis. Avril 2011, le Hamas conclut avec le Fatah un accord de réconciliation. Les deux factions rivales s'accordent sur un gouvernement transitoire avant la tenue de nouvelles élections. Mais les islamistes refusent toujours de reconnaître l'État d'Israël. En novembre 2012, les hostilités reprennent de plus belle. L'opération Pilier de défense déclenchée par Tsahal se résume à une campagne de bombardement ciblé contre le Hamas. Au bout d'une semaine, un nouveau cessez-le-feu est proclamé. Avril 2014, le Fatah et le Hamas s'accordent enfin sur un gouvernement d'unité nationale. Ses membres sont intronisés par le président palestinien Mahmoud Abbas à la Moukata de Ramallah. Mais une fois de plus, le terrain s'embrase. Entre juillet et août 2014, Israël et le Hamas s'affrontent de nouveau dans la bande de Gaza, tandis que les roquettes pleuvent sur tout le territoire israélien. Bien que pressé par son aile droite, le Premier ministre Benjamin Netanyahou refuse de renverser le pouvoir du Hamas. Depuis, l'organisation islamiste s'est réarmée. L'armée israélienne l'a dit prête à une nouvelle confrontation militaire. À Gaza, la situation économique est proche du désastre et le Hamas, de moins en moins populaire, doit faire face à la surenchère des groupes salafistes qui défient son autorité. Yehuda Lankri, bonsoir. Heureux Bonsoir. de vous accueillir sur le plateau de Paris Jaffa, ancien ambassadeur d'Israël en France, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU. À votre avis, vous qui suivez attentivement cette situation, est-ce que ce risque de confrontation directe existe entre Israël et le Hamas? C'est toujours en puissance un risque. Et cette dernière décennie d'existence du Hamas montre bien qu'il y a eu des déflagrations périodiques entre le Hamas et Israël. Je pense que de par sa présence, sa pérennité, si je puis dire, puisque lors de son émergence, on pensait que peut-être il allait rallier le camp de la raison et de la logique de paix. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, mais sa permanence incarne une dérive gravissime des fondamentaux de l'accord d'Oslo. Alors précisément, l'Europe, les États-Unis, l'ONU, la communauté internationale plaident pour la création d'un État palestinien qui serait aux côtés de l'État israélien. Mais comment créer un État palestinien avec deux entités aussi dissemblables que l'autorité palestinienne à Ramallah et le Hamas à Gaza? Il y a effectivement difficulté. Ce n'est pas simplement la communauté internationale qui plaide. Notre Premier ministre en personne C'est juste. plaide pour l'établissement, dans la paix et la sécurité, d'un État palestinien avec Israël. C'est en Europe, justement, oui. Alors, la manière de s'y prendre, c'est de mettre M. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, au pied du mur de la paix, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on lui dira, pour la signature de l'accord final, Israël ne signera pas avec deux demi-têtes, mais avec une entité palestinienne. C'est à lui d'assumer la conversion du Hamas, de son appendice à Gaza. Mais lui, dans quel état d'esprit est-il? On est un peu intrigué. Vous l'avez rencontré récemment à Paris, Oui. avec d'autres ambassadeurs, je pense notamment à Danishek et avec d'autres ambassadeurs, quand il est allé voir le président Hollande. Et vous avez parlé avec lui. C'est vrai. Et là, même d'ici à Jaffa, on ne comprend plus très bien dans quelle position il se situe. En tout cas, ce qu'on a essayé de clarifier auprès d'Abou Mazen à l'époque, c'était son intention de créer un forum pour la culture de paix. Il prenait pour modèle la coexistence au Maroc, que vous connaissez très bien, Absolument. entre juifs et musulmans. Absolument. Donc nous étions ravis de l'entendre dire et nous nous sommes déclarés prêts à lui porter concours dans cet exercice. Et nous allons d'ailleurs continuer ce suivi avec lui. Mais plus largement, nous avons abordé aussi la question des négociations. Et nous lui avons dit que nous étions étonnés par son manque de réaction à l'appel triple du Premier ministre Netanyahou à la reprise des négociations. Sans condition, évidemment. Ça veut dire, à bien vous écouter, ça veut dire que si Mahmoud Abbas acceptait cet appel à négociation lancé par Netanyahou, demain, des négociations, des discussions pourraient avoir lieu? Ça pourrait reprendre, effectivement. Il a quand même évoqué ce qui nous a particulièrement étonnés, et nous avons partagé cet étonnement avec le président de la République Hollande, que nous avons vu un peu plus tard. C'est qu'il avait dit qu'il y avait une troisième partie qui gênait cette rencontre entre Israéliens et Palestiniens.
Et il nous a fait de la main ce signe. C'est un homme grand de taille. Donc on a compris que c'était Kerry. On ne savait pas très bien quelle était la logique réellement dans l'obstruction américaine. On nous a expliqué plus tard, à l'Élysée justement, que les Américains étaient pris à l'obsession par l'accord avec l'Iran et qu'ils ne souhaitaient pas mêler les genres entre des Palestiniens israéliens et l'Iran de l'autre côté. Ce qui est incroyable, au contraire de Clinton, qui avait fait de son mandat un mandat très important justement pour la paix au Proche-Orient. Barack Obama n'a pas voulu partir, parce qu'il terminera son mandat dans un an, avec cet exploit qu'il aurait réalisé de paix entre Israéliens et Palestiniens. Je crois qu'il a retenu l'enseignement de Clinton. J'étais en poste à l'époque à New York. Juste. J'ai vu Clinton, dans le désespoir de cause, exposer à 2 ou 3 semaines, lors d'une soirée à New York, les principes qu'il avait élaborés. Mais on sentait que c'était complètement pathétique, que ça n'allait pas dans le sens de la paix. Alors il y a peut-être un grand homme, Kerry, qui empêche ce rapprochement, mais il y a aussi d'autres hommes beaucoup plus jeunes, peut-être moins grands, qui l'empêchent aussi. C'est tous ces jeunes devenus terroristes qui vont tuer des civils israéliens qui sont ensuite abattus. Et Mahmoud Abbas, forcément, doit tenir compte de cette rue qui, manifestement, joue contre lui aujourd'hui. Exactement. Et je pense que Israël, évidemment, peut mettre en œuvre toutes les solutions sécuritaires possibles, prévention, renseignement, etc. Mais je pense qu'il faut changer d'ambiance. Et s'il y a un intérêt à la reprise de la négociation, c'est pour qu'elle installe une ambiance autre, que l'on passe de l'incitation à la haine à l'incitation à la paix. D'où l'idée d'Abou Mazen, qui n'est pas négligeable, créer ce forum pour la culture de paix, le dialogue de paix, changer de langage. Donc, vous savez, une image entre Netanyahou et Mahmoud Abbas lors d'un sommet politique entre eux, qui peut se répéter évidemment, ça va diffuser auprès de ces jeunes une toute autre approche. Restez avec nous, Yehuda Lankri, vous allez être intéressé par le sujet suivant. Évidemment, il y a 5 ans, le monde entier s'était pris à espérer en voyant poindre ces fameux printemps arabes. Et cette promesse tant attendue de démocratie, donc, pour reprendre votre terme, de paix, espoir déçu, et sentiment aujourd'hui partagé sur l'Égypte notamment. Maël Benoniel. 25 janvier 2011, journée de la colère au Caire. Les Égyptiens sont presque 2 millions dans la rue. La place Tahrir, symbole d'une révolution en marche, est occupée jour et nuit par les contestataires. Leurs revendications sont simples, démocratie et justice sociale. Un mouvement que la police et l'armée tentent de réprimer dans le sang, mais il est déjà trop tard. Le 13 février 2011, après 18 jours de manifestations qui feront 800 morts, le président Hosni Moubarak démissionne après 31 ans de règne sans partage. L'armée annonce dans la foulée la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et affirme qu'elle assurera l'intérim jusqu'à l'organisation d'élections le 19 mars 2011. Mais ce n'est qu'en juin 2012 que les premières élections libres de l'histoire ont lieu. Et c'est le candidat des frères musulmans, une confrérie salafiste, Mohamed Morsi, qui est élu président avec près de 52% des voix. Le premier président élu de la République égyptienne s'empare de tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires. Un an après son arrivée à la présidence, le 30 juin 2013, des millions d'Égyptiens manifestent pour sa démission. Ils l'accusent de déstabiliser le pays. L'armée lui adresse un ultimatum. Le 3 juillet de la même année, le général Abdel Fattah al-Sisi, chef de l'état-major égyptien, annonce la destitution de Mohamed Morsi. Ce dernier est placé en détention provisoire alors qu'une dure répression est menée contre les frères musulmans. Plus de 1600 islamistes sont tués. Le 28 mai 2014, al-Sisi, devenu maréchal, remporte l'élection présidentielle avec 96% des suffrages. Il devient le 6e président de la République d'Égypte. La répression s'abat aussi sur l'opposition. L'Égypte de 2016 est loin de ses rêves de démocratie et de liberté qui avaient poussé le peuple à faire son printemps arabe il y a 5 ans, place Tahrir. J'ai dit sentiment partagé tout à l'heure. Je m'adresse à la fois à l'ancien ambassadeur que vous êtes et aux démocrates que vous êtes. Vous seriez aujourd'hui ambassadeur d'Israël en Égypte, vous seriez satisfait. Normalisation des relations. Je serais évidemment très satisfait. J'essaierai de tenir mes discours en arabe directement aux Égyptiens. Je pense que
c'est une nouvelle page que l'on tourne avec l'Égypte et elle est la bienvenue. Alors, mais là je m'adresse aux démocrates. Est-ce que le démocrate que vous êtes serait satisfait de l'évolution de la société égyptienne sous ce régime actuel? Bien sûr, l'Égypte a connu 5 années qui ont été des années très dures. Je pense qu'à un moment donné, l'Égypte, par dépit des régimes autoritaires, a été tentée par l'ouverture vers autre chose. Cette autre chose, c'était l'islamisme, qui a chanté quelques rengaines démocratiques, mais qui finalement s'est avéré un autre absolutisme. Donc l'Égypte a pu quand même s'extraire de ce bord de l'abîme où elle allait se précipiter. Et on est parti là pour une nouvelle édition d'un Sadat, Nasser. Ah, vous le pensez? Oui. Parce que j'ai le sentiment parfois que ces pays arabes, ces peuples arabes, sont dans une impasse et qu'il n'y a pas de troisième voie entre un régime islamiste qui serait terrible, et qui est terrible, quand il arrive au pouvoir, en se servant évidemment de la démocratie, et ces régimes autoritaires. Et que la troisième voie est difficile à trouver, une voie démocratique. Elle est difficile effectivement à trouver. Je pense qu'il faut leur laisser le temps. Je me souviens de mon collègue égyptien aux Nations Unies, Ahmed Aboulreid, qui est devenu plus tard ministre des Affaires étrangères en Égypte, qui, face à la pression américaine, avec le Greater Middle East et la démocratie que les Américains voulaient mettre en chantier dans tout le Moyen-Orient, les invitait à la retenue. Laissez-nous adhérer à la démocratie selon nos modalités. Tout à fait. Ça va prendre du temps. Donc, je pense qu'il faut donner du temps au temps. Alors, vous avez cité Sadat tout à l'heure, en pensant que Sisi pourrait devenir un nouveau Sadat. Et je reviens au premier temps de notre entretien sur les relations entre Palestiniens et Israéliens. Est-ce que le président égyptien actuel pourrait un jour favoriser ce rapprochement entre Israéliens et Palestiniens? Est-ce qu'il pourrait jouer un rôle? Virtuellement, oui. Mais enfin, il a tellement de problèmes auxquels il doit faire face à l'intérieur qu'il est pris par autre chose. Son grand enjeu, c'est de redresser l'économie égyptienne et de trouver un nouveau départ. Mais, cela étant, comme vous le savez, il y a une coopération sécuritaire entre Israël et l'Égypte, qui n'est pas négligeable du tout, donc c'est quelque chose. S'il doit y avoir un rapprochement entre Israéliens et Palestiniens, évidemment, ça aurait valeur d'exemplarité pour une région aujourd'hui ravagée par la guerre. Je pense notamment à la Syrie. Ce sera ma dernière question, qu'est-ce qui déclencherait ce possible rapprochement? Est-ce qu'il ne faudrait pas que Benyamin Netanyahou fasse un geste un peu spectaculaire, public? Bien entendu, il faut d'abord s'en tenir aux acquis des accords d'Oslo. Il faut donner un sens à la reconnaissance mutuelle. Ce n'est pas simplement un jargon diplomatique, c'est une dimension existentielle entre nous et les Palestiniens qui se joue. Nous sommes partis de la négation mutuelle centenaire à la reconnaissance mutuelle. Il faut que maintenant cette reconnaissance devienne une forme d'acceptation réelle. Donc développer, parallèlement aux politiques, à l'économique, un langage de paix, une culture de paix. Et je pense qu'avec ça, on pourrait y arriver. Mais c'est essentiel que la violence cesse. Et les Palestiniens ont une grande responsabilité. Et que pour Israël, qu'il n'y ait pas de dérive unilatérale. Vous savez, Gaza, c'était unilatéral. Avec Benjamin Netanyahou, il n'y a pas de tentation unilatérale. Mais il n'y a pas non plus beaucoup de bilatéral. Donc il faudrait qu'il revienne à une forme de dialogue avec les Palestiniens, à condition que le gouvernement et la coalition dans lesquels il se trouve puissent le lui permettre. Parce qu'à y réfléchir, je suis de son parti, j'ai voté pour lui, mais je pense que malgré le résultat assez éloquent, 30 sièges contre 24 pour les autres, ça reste quand même une victoire acquise à l'arraché, une coalition faite dans le désarroi, avec quelques nominations aussi dans le désarroi. Merci beaucoup, Yehuda Lancré, et à bientôt sur ce plateau d'I24 News et de Paris Jaffa. De la jungle à la poudrière, Calais, en France, a du mal à contenir ces milliers de migrants. Léa Berdugo. Les responsables politiques locaux ont tenu une réunion exceptionnelle ce lundi. Objectif, trouver un traitement durable à la crise. Xavier Bertrand, nouveau président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, a dit vouloir éviter le drame. Il en appelle à François Hollande. Calais ne peut pas être oublié par la France. Il y a une action qui est menée aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur à Calais, mais ça n'est pas suffisant. J'en appelle au président de la République. J'en appelle au président de la République pour qu'il vienne lui-même se rendre compte de la situation à Calais, pas pour qu'on aille lui expliquer,
pour qu'il se rende compte, qu'il entende les responsables économiques, qu'il entende la population de Calais. Xavier Bertrand dit souhaiter la tenue d'un conseil ministériel. Le but, se rendre compte de la souffrance à Calais et du drame que vit sa population sur tous les plans humanitaires, économiques et social. Car l'impact de la crise migratoire sur les entreprises locales est important. Dimanche, 2000 personnes ont manifesté pour soutenir les emplois. Ils ont réclamé un moratoire fiscal pour les entreprises de la région. La veille, 2000 personnes sont venues exprimer leur solidarité avec les migrants pour exiger des conditions d'accueil dignes. Au cours de cette manifestation, 50 personnes sont illégalement montées à bord d'un ferry. Après plusieurs heures de blocage, elles ont toutes été délogées par la police. Ce lundi, 6 migrants et 2 militants du collectif No Border qui étaient samedi sur le ferry sont passés en comparution immédiate. Les prévenus ont demandé un délai supplémentaire pour préparer leur défense. Le procès est renvoyé au 22 février. De la jungle à l'Eldorado, l'Angleterre, terre promise pour ces milliers de migrants, pourrait se montrer plus accueillante. Ashley Chevalier. Face à la pression, David Cameron pourrait lâcher du lest sur la question des migrants. L'Angleterre pourrait accueillir 3000 enfants réfugiés non accompagnés. De plus, le Premier ministre est en train d'étudier cette proposition et une décision pourrait être rendue dans les prochains jours. Déjà l'an dernier, David Cameron avait annoncé l'accueil de 20 000 réfugiés syriens d'ici 2020 au Royaume-Uni. Mais depuis plusieurs mois, on lui reproche de ne pas en faire assez. Vous savez, l'opinion publique est en train de changer peu à peu. Ici, de nombreux reportages ont été diffusés sur les conditions de vie des migrants dans la jungle de Calais et les Britanniques sont de plus en plus choqués. La jungle de Calais qui est également devenue un enjeu politique en quelque sorte. Les représentants des partis politiques de tous bords s'y rendent régulièrement pour se faire leur propre idée de la situation. Et le dernier en date, c'était Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition britannique qui a déploré samedi des conditions de vie épouvantables et qui a demandé au gouvernement britannique de prendre en compte les dossiers de chaque migrant qui voudrait rejoindre l'Angleterre depuis la jungle de Calais. Seule solution, selon lui, pour que cette jungle de Calais puisse fermer. De la jungle au lambris, les ministres européens réunis à Amsterdam tentent de trouver difficilement une solution à ce casse-tête. Joseph Emmanuel. L'Europe, cible prioritaire de l'État islamique, c'est ce que révèle un rapport d'Europol. Réunis à Amsterdam, les ministres européens se préparent donc à de nouvelles attaques. Londres, d'après la dernière vidéo de Daesh, pourrait être visée, mais cette réunion est tout de même l'occasion de lancer le Centre européen de contre-terrorisme. Nous publions un rapport sur la façon dont l'autoproclamé État islamique a développé une nouvelle capacité de combat pour mener des attentats à échelle mondiale, avec un ciblage particulier de l'Europe. Terrorisme et effondrement de l'espace Schengen sont les deux menaces qui inquiètent les chancelleries européennes. Également à l'ordre du jour, les frontières européennes. Je crois qu'il est clair qu'il est impossible de gérer la protection des frontières extérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire la frontière gréco-turque. Si l'on ne fait rien, la frontière extérieure de Schengen se déplacera vers l'Europe centrale. Sauver Schengen, telle est désormais la préoccupation de nombreux pays européens, alors que certains ont déjà renforcé le contrôle de leurs frontières, à l'image de l'Autriche, de l'Allemagne ou encore du Danemark. Plus d'1 million de réfugiés et de migrants ont bravé les mers en 2015. 4000 sont morts noyés. Ils tentaient de rejoindre les côtes européennes. Téhéran, Rome, Paris accueillent VIP pour le président iranien Rouhani au nom de la nouvelle diplomatie ou de l'éternelle économie. Julia Ganancia. La poignée de main est historique. Pour sa première visite officielle en Europe, Hassan Rouhani a choisi l'Italie avant de s'envoler pour la France mercredi. Au programme, un déjeuner de travail avec son homologue italien, Sergio Mattarella, avant une rencontre et un dîner avec le chef du gouvernement Matteo Renzi. Des repas possibles parce que les Italiens ont accédé à la demande des Iraniens de ne pas mettre d'alcool sur la table. Avant l'entrée en vigueur des sanctions, les échanges entre l'Italie et l'Iran s'élevaient à 7 milliards d'euros. L'Italie était alors le premier partenaire économique et commercial de l'Iran et Rome entend bien retrouver cette place. Leurs échanges sont actuellement de quelque 1,6 milliard d'euros, dont 1,2 milliard d'euros d'exportation italienne. Mardi matin, Rouhani doit s'exprimer devant un forum économique Italie-Iran, un rendez-vous très attendu par les industriels transalpins. Mais dans la course au contrat, Airbus a d'ores et déjà été le plus rapide. Le ministre iranien des Transports a annoncé samedi que l'Iran allait acheter 114 avions. Rouhani doit signer cet accord mercredi à Paris. Alléluia, les Rafales vont enfin décoller, presque une dernière signature. Comprenez une dernière réduction et l'Inde les fera siens. Gabriel Nolin.
C'est une avancée majeure dans les négociations pour la vente des 36 Rafales. Nous venons de signer par nos deux ministres de la Défense un accord intergouvernemental. C'est une étape décisive pour que l'Inde puisse acquérir ces avions et pour que la France les mette à la disposition d'un grand pays comme l'Inde. Cette annonce ne garantit pas encore la finalisation de la vente, mais constitue un préalable indispensable à un accord commercial. Dassault Aviation a indiqué dans un communiqué espérer pouvoir conclure un accord complet sous 4 semaines. Jusque-là, les discussions achoppaient sur le prix et sur la volonté de l'Inde de faire fabriquer une grande partie de ses avions sur son territoire. Le Premier ministre Narendra Modi avait fait la commande de 36 Rafales lors de sa venue en 2015, une version déjà moins ambitieuse que le projet ouvert en 2012 de 126 Rafales. Le président français profite ainsi de sa visite de 3 jours en Inde pour signer des partenariats commerciaux avec le géant asiatique. Accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise, il a annoncé une coopération économique dans le domaine des énergies renouvelables, du nucléaire et de la recherche spatiale. Des enjeux économiques donc, mais également sécuritaires. La volonté de renforcer la coopération sur la lutte antiterroriste a été évoquée par les deux chefs d'État. Nous avons décidé, le Premier ministre Modi et moi-même, d'intensifier notre coopération contre le terrorisme, de renforcer les échanges de renseignements, de lutter encore davantage contre les trafics qui alimentent le terrorisme. Nous avons même décidé une feuille de route pour lutter contre tous les trafics. Sur le chemin vers une coopération renforcée, nous sommes conscients des nouveaux défis. La violence insensée qui a touché Paris, Pathankot et d'autres villes dans le monde est le visage de l'un de ces nouveaux défis. Cette visite de 3 jours se conclura mardi avec la participation de François Hollande à la parade du Republic Day. Il avait été invité par le Premier ministre indien par solidarité à la suite des attentats du 13 novembre. Paris-Jaffa, fin de la première partie. Dans la seconde partie, nous aurons 2 invités. Antoine Lyon-Camp, qui a imaginé aux côtés de Robert Badinter le futur Code du travail, et Rachid Arab, co-auteur de 4 nuances de France, ou sa France rêvée. On se retrouve dans 2 minutes. Et n'oubliez pas, sinon je me fais engueuler par Karine, #Paris-Jaffa. A tout de suite, 19h30, heure de Paris.